Bonjour tout le monde. Nous avons fait un test pour voir si c'est là correct, pour que tout le monde puisse entendre ma voix et la voix de vos collègues. Nous allons aujourd'hui travailler notre chapitre 1 de EMC, en sachant que nous allons évaluer ce chapitre 1 durant les brevets blancs qui aura lieu au mois de décembre. Normalement, si je ne me trompe pas, cet examen, ça sera la semaine du 10, la semaine du 9 décembre, d'accord? Donc soyez conscients de cela. C'est chapitre 1 qui est intitulé La démocratie française, ses institutions et ses acteurs. Donc la base de ces chapitres, c'est comprendre, connaître le fonctionnement de la République française, pas seulement ses institutions, sinon aussi qui fait la démocratie, que c'est le peuple. Comme on avait déjà parlé, ces mots démocratie viennent d'une partie démos, que c'est le peuple, et kratos, que c'est le pouvoir qui est entre les mains du peuple. Comme exemple le plus récent, les votes qui ont eu lieu cette semaine en Amérique, et le peuple américain a choisi un nouveau président, Donald Trump, qui devient le 47e président des États-Unis. Un vote qui a été assez clair pour cette deuxième élection de Trump comme président. Et qu'évidemment, comme on a déjà aussi vécu dans notre cours, ou dans notre classe, la démocratie qui n'est pas parfaite, mais qu'on se donne en tant que règle pour respecter, pouvoir vivre ensemble, vivre en communauté, que la majorité doit emporter son choix et que ce choix est révisé chaque X années. Nous allons voir comment cette 5e République, que c'est la base de la démocratie, peut revoir les pouvoirs qui est mis en place, quels sont aussi les mécanismes de contre-pouvoir pour que personne ne puisse avoir en quelque sorte un pouvoir absolu. C'est pour cela aussi qu'en Amérique, que peut-être vous avez déjà entendu, ça a été choisi aussi la force législative de pouvoir. Et ensuite, comme vous voyez dans cet indice, on parlera de ces rôles du vote. Vote oui, vote non, pourquoi est-ce qu'il faut y aller voter, est-ce qu'il faut peut-être avoir des mesures coercitives pour obliger les gens à voter, comme ça existe déjà dans notre pays, comme par exemple l'Argentine. Tu peux avoir un PV si tu ne vas pas voter, par exemple. C'est une obligation. Et aussi, comme troisième point, une démocratie d'opinion très importante dans notre société, car aujourd'hui nous sommes en train de façonner notre opinion à travers pas seulement ce qui dit le gouvernement, sinon aussi tous les réseaux sociaux et tous les autres médias, et les médias, appelés des fois les quatrièmes pouvoirs, que c'est eux qui en quelque sorte peuvent créer une tendance d'opinion, ils peuvent avoir une influence majeure sur le vote des gens. Je reprends encore une fois l'exemple cette semaine, Kamala Harris, qui a essayé d'être élue présidente, après analyse, considère qu'elle n'a pas été capable de s'adresser à tout son public. Elle a trop adressé sa parole ou ses intentions de vote aux femmes. Et ces courants d'opinion n'ont pas été favorables pour qu'elle puisse remporter les élections. Vous voyez, donc ce sont des choses qui se jouent aujourd'hui à pas grand-chose, mais que toutes ces choses-là sont importantes. Alors cette opinion que nous devons labourer, je parle bien de labourer parce que c'est en quelque sorte un travail que nous devons faire, un travail journalier, un travail d'information, un travail de comparaison. C'est pour cela qu'on travaille autant en histoire GEMC, ce qu'on appelle les analyses de documents et la confrontation des documents. Notre souhait en tant que formateur, en quelque sorte, c'est que dans votre avenir, vous soyez capable de confronter les idées et créer vos propres idées. Ça, c'est la base d'une démocratie. Que vous soyez capable d'accéder aux informations, et dégager les informations, les comparer et faire un choix de façon la plus honnête possible. Même si vous voyez que ça, c'est pas facile. Quelques mots de vocabulaire que nous allons travailler dans cette séquence, tout simplement pour que vous le voyez, même s'il n'est pas dans votre diaporama. La démocratie qu'on a déjà évoquée, cette forme de gouvernement ou de pouvoir kratos qui appartient au peuple, les démos, mais il n'est pas possible pour tous les individus de participer continuellement à la vie politique,
Nous allons voir quelles sont les personnes qui peuvent participer. Encore une fois, je prends l'exemple des élections américaines. Vous avez peut-être entendu que Elon Musk, le président de SpaceX et de Tesla, a été un renfort très important pour Donald Trump. Néanmoins, ces personnages, ces milliardaires, qui est l'homme peut-être le plus riche du monde, ne pourra jamais être élu président américain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est canadien. Donc, pour être élu président, il faut avoir né en Amérique. Donc, voilà tout simplement des questions qui peuvent se poser par rapport à cette idée de participer à la vie politique et jouer différents rôles dans la vie politique. Oui? En France, il ne faut pas être né en France pour être président. Pour être président, c'est pareil. Il faut avoir la nationalité française, mais pas acquise, sinon être né français. Mais pourquoi on fait ça? En fait, l'idée, c'est de se prévenir l'idée que quelqu'un qui est un étranger, entre guillemets, même qui en obtient la nationalité française, soit président et qui ne défend pas vraiment les intérêts du peuple. Mais vous voyez bien que ça, peut-être ils ont des pour, mais aussi ils sont contre, parce que est-ce que réellement quelqu'un qui est né en France va défendre mieux la France que quelqu'un qui a acquis la nationalité française? Ce sont des choses de l'ordre privé presque, que c'est compliqué à vérifier. C'est tout simplement un fait, d'accord, qu'ils ont essayé de faire comme ça. Donc, République, qui est divisée aussi avec le mot res, que c'est la chose, publica, que c'est public, c'est une forme de gouvernement où le pouvoir de décision est délégué à un corps de représentants élus. Ça, c'est la République française. Tout le pouvoir est parmi le peuple, mais nous, on va le donner, on va le prêter, on le prête ce pouvoir aux députés qui vont utiliser notre pouvoir pour gouverner. D'accord? Ça, c'est l'idée théorique. Une constitution, que c'est un texte fondamental qui détermine la façon dont un pays est organisé et gouverné. Une constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est-à-dire, c'est un corps de loi, un texte qui a été rédigé, même avant de créer réellement les pays en lui-même. C'est par exemple dans cette constitution américaine, dans un des amendements, qui disent qu'il faut être né en Amérique pour être président américain. Ou aussi dans cette constitution américaine, qui est écrit que on peut tous porter des armes. Mais la Constitution dit aussi qu'on peut porter des armes, les Américains, pour se défendre si un jour le roi anglais veut envahir, récupérer ses terres. Vous comprenez bien alors que cette Constitution, ça fait déjà presque 3 siècles qu'elle a été faite, qui est un peu, comment dirais-je, anachronique. Je ne pense pas que le roi Charles d'Angleterre, vous le voyez dans l'image de Charles d'Angleterre? Vous le connaissez un peu? Vous l'avez déjà vu? Je ne le vois pas trop aller en Amérique pour essayer de récupérer ses terres. Donc vous voyez, c'est un peu vieux. Qu'est-ce que c'est un référendum? Très important, on va voir qui peut déclencher un référendum et qu'est-ce que c'est un référendum. Un référendum, en fait, c'est un vote où la population répond par oui ou non à une question posée. Un référendum, c'est dans le cadre de la politique. Il y a des fois qu'on a voté, mais dans la durée de 4 ou 5 ans ou 7 ans la personne a le pouvoir, veut encore demander au peuple si une loi qui peut être très importante va être acceptée ou pas et avec quel nombre de personnes on va accepter cette loi. Ces référendums, ça ne se fait pas souvent. C'est vrai qu'il y a des pays comme par exemple en Suisse, les référendums sont beaucoup plus fréquents. Donc on demande beaucoup plus le peuple de voter pour voir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. En France, le dernier référendum date de 2005. C'était un référendum pour accepter ou pas la Constitution européenne. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces référendums qu'on estime aujourd'hui que la confiance du peuple français envers l'Europe a été blessée en quelque sorte parce que le référendum est sorti que non à la Constitution européenne telle qu'elle était faite. Mais par contre, les politiciens n'ont pas accepté le vote du peuple et ils ont accepté la Constitution européenne. Donc, vous voyez comment ces référendums peuvent avoir des pour et des contre. C'est compliqué de dire oui ou de dire non. Oui? Il n'y a pas eu de manifestation? Il y en a eu des manifestations, mais tu sais, le problème c'est que les choses s'enchaînent. Et tout de suite après, il y a eu la crise de subprime et la crise économique 2007-2008. C'est là a balayé un peu cette idée de référendum et il a fallu faire face
à cette crise économique plutôt que essayer de voir comment on fait avec le monde politique européen. Mais du coup, le référendum, c'est juste pour demander l'avis du peuple. Enfin, C'est juste pour demander l'avis du peuple, donc le peuple répond par oui ou par non, une question précise posée par le gouvernement. Imaginez, je prends l'exemple de la France. Pour demander si la France veut sortir de l'Europe, comme ça s'est passé par exemple en Angleterre, ils ont fait un référendum. Cameron, que c'était le président de l'Angleterre à ce moment-là, il avait demandé un référendum aux Anglais et il a dit est-ce que vous voulez sortir de l'Europe? 51% a dit oui, 49% a dit non. Pour 1%, l'Angleterre aujourd'hui ne fait pas partie de l'Europe. Vous voyez les référendums après, mais ça dépend aussi après comment nous pouvons gérer ou comment on va gérer les référendums, parce qu'on peut très bien dire que pour accepter les référendums, au lieu d'être 50%, il faut avoir 60% ou 70% des personnes qui votent une chose ou une autre. Mais dans ce cas-là, l'Angleterre, Cameron, il pensait vraiment qu'il allait gagner, qu'il allait l'emporter, mais il a perdu. Et donc aujourd'hui, c'est fini, l'Angleterre avec l'Europe. Qu'est-ce que c'est la souveraineté nationale? C'est les pouvoirs politiques qui appartiennent à la nation, donc aux citoyens. La souveraineté, c'est les pouvoirs qui va être parmi les peuples. Qu'est-ce que c'est un suffrage censitaire? C'est un droit de vote réservé aux citoyens payant un certain montant d'impôts, ou les 100, tandis qu'un suffrage universel, c'est le droit de vote pour tous les citoyens. Ça, c'est important de faire la différence entre les suffrages censitaires et universels, puisqu'aujourd'hui, nous avons un suffrage universel. Tout homme, femme, français, française, à partir de 18 ans, vote. Peu importe tes revenus, peu importe ton, comment dirais-je, peu importe tes croyances, peu importe ta façon de penser, peu importe tes goûts et tes hobbies, en quelque sorte, dès que tu as 18 ans, tu peux voter. C'est là, ça a été un avancement majeur de la démocratie. Parce que même, comme je vous avais déjà dit, même à Athènes, où la démocratie va naître, tout le monde ne pouvait pas voter. C'était que les hommes, à partir de 21 ans, et qu'ils avaient un certain statut social, qui pouvaient vraiment voter. Donc vous voyez, ce passage des suffrages censitaires, important à comprendre, hein, suffrage censitaire comme suffrage que est réalisé au vote, hein, suffrage c'est le vote qui est seulement pour une minorité, à un suffrage universel où tout le monde peut voter, c'est un changement majeur de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un électeur? Ce sont les citoyens inscrits sur les listes électorales. Important, puisque quand vous rentrez dans le monde de la démocratie, il faut valider ou il faut vérifier que vous êtes bien inscrit ou inscrite dans une liste électorale. C'est quoi une liste électorale? Ça dépendra où vous êtes inscrit dans un village pour pouvoir y aller voter là-bas. Peut-être vous l'avez déjà vu ou pas. Quand le président de la République va voter, il ne peut pas y aller voter de partout. Il va voter là où il est né, là où il est inscrit, en tant que personne physique. Vous voyez? Donc ça fait partie de cette liste électorale. Le fait d'être éligible, c'est le citoyen qui peut se présenter à une élection. Il faut par exemple les casiers judiciaires vierges, il faut avoir plusieurs cases à remplir pour pouvoir se présenter à une élection. Un gouvernement représentatif, c'est un gouvernement constitué par élus du peuple. Les dépouillements, ces mots dépouillement, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, dépouillement? Oui? Quand on compte le vote, c'est exactement ça le dépouillement. D'accord? C'est le comptage de bulletins de vote. D'ailleurs, ça c'est aussi un enjeu majeur dans notre société parce que on a toujours cette possibilité que les élections puissent être truquées. Il y a longtemps, les votes étaient carrément truqués. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. C'est pour cela que je vous avais dit que surtout dans les cours de MC, c'est bien d'être un peu à jour. Dernièrement, la semaine dernière, en Géorgie, ils ont fait des élections pour voir si la Géorgie allait continuer à être... pardon, c'est pas Géorgie, c'est la Moldavie. Si vous voulez être pro-Union Européenne ou pro la Russie, pro-Poutine. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Je pourrais vous le montrer ici pour vous comprendre de quoi on parle. Quand on parle de ces dépouillements et de ces comptes de vote, c'était la Moldavie. Et je voudrais vous montrer, si possible,
vous allez voir, il y a une image qui est flagrante qui montre comment les personnes sont en train de rentrer des tas de bulletins de vote dans les urnes pour essayer de tricher et pour essayer d'invalider les votes. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses qu'on peut aussi voir. Je ne sais pas si j'arrive à le voir avec une image. C'est aujourd'hui la présidente de la Moldavie qui est pro-Europe, d'accord? Mais il y a eu des manifestations et quand on voit les élections, qu'il y avait des personnes qui avaient mis des bulletins en masse pour essayer je ne le retrouve pas, mais pour essayer d'annuler ces élections. Donc vous voyez comme c'est dépouillement et scrutin, c'est très très compliqué. Oui. J'ai lu dans un journal que pendant les élections présidentielles américaines, Elon Musk, comme il est avec Donald Trump, il a manipulé les Américains contre $1 million de dollars pour qu'ils ont voté Donald Trump. Donc c'est truqué, alors c'est pas loyal. C'est de la force de l'opinion publique. Comme on va voir que c'est une démocratie d'opinion. C'est pas de la triche légalement, c'est-à-dire on ne peut pas l'attaquer, mais c'est d'une façon détourner l'idée optimiste et objective de vote pour faire pencher certain nombre de lecteurs qui peuvent être attirés par pouvoir gagner $1 million, $1 million qui pour Elon Musk c'est rien. Et oui, tu as raison de faire cette réflexion. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas, on ne peut pas le poursuivre, c'est pas illégal, mais c'est ce genre de choses qui font les opinions publiques, comme X, qui fait partie de Elon Musk, c'est son entreprise, ancien Twitter, que peut faire basculer une opinion publique ou quelques millions de votes qui peuvent être déterminants. Quand on sait que l'année dernière, il y a 4 ans, Joe Biden a gagné seulement par 15 000 votes, d'accord, dans la région de Pennsylvanie, qui donne énormément d'électeurs. C'est seulement 15 000 votes qui ont déclenché entre Trump et Biden. Donc ça peut se jouer à rien du tout. Oui? Mais pourquoi Elon Musk s'est mis en collaboration avec Donald Trump? C'est une très bonne question, mais parce que les intérêts d'Elon Musk vont parallèles avec ceux de Trump. C'est-à-dire Musk sait que avec Trump dans la Maison Blanche, il va pouvoir en tirer profit, comme par exemple, il pense à être maintenant l'unique fournisseur pour la NASA avec ses fusées de SpaceX et enlever par exemple Boeing qui voulait aussi faire de la concurrence à Elon Musk. Donc il est en train de créer un genre de monopole. Donc il pourra s'enrichir davantage. Ou d'autres types d'actions qui vont aller vers les idées d'Elon Musk que ceux qui avaient par exemple les camps démocrates. Oui? Elon Musk, il voulait se présenter pour être président, mais il ne pouvait pas. Il ne peut pas, comme je te dis, il ne peut pas se Il voulait présenter. le faire. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, qui voulaient le faire. Il peut être par exemple, je pense qu'il peut être gouverneur, mais il ne peut pas être président. Donc de toute façon, c'est qu'il sera peut-être, c'est nommé, je ne dirais pas Premier ministre, mais c'est un conseiller très très proche de Trump. Donc il aura sûrement son mot à dire au niveau politique maintenant, qui a gagné. Parce que les dernières informations, c'est qu'il a apporté 150 millions d'euros pour la campagne de Trump. Et cela a été décisif pour pouvoir gagner dans des États clés qui ont déclenché ces élections-là. Oui? Est-ce que vous pensez, si Elon Musk n'avait rien fait sans amadouer la population, est-ce que vous pensez que c'est Kamala Harris qui aurait pu remporter le vote? Je ne sais pas, je ne connais pas assez la société américaine pour savoir qu'est-ce que sont votés. Tu sais, et ça c'est quelque chose de très intéressant aussi à dire, nous, les Européens. Moi en tant qu'étranger, quand j'analyse mon pays, j'analyse le vôtre, il y a énormément de ressemblances. Énormément parce que on est européens, on est méditerranéens, on a une partie énorme de notre histoire qui est commune. Notre roi, c'est un Bourbon. C'était les grands rois soleil, c'était Bourbon. Il y a énormément de choses qui vont nous rallier en quelque sorte. La langue, cette racine latine. Tandis que quand on analyse l'Amérique, qui a tout un océan au milieu, ils sont vraiment différents à nous. On le croit qu'ils sont comme nous parce que, en 1944, on le verra en cours, ils vont arriver en renfort avec le débarquement de Normandie. Mais l'Amérique est grande, diverse. C'est pas pareil la côte est que ouest. C'est pas pareil les Midwest que
les centres perdus. C'est pas pareil le Texas que Wisconsin, donc je pourrais pas me pencher sur une chose ou une autre. Tout ça, oui. Mais du coup, là, c'est un peu Elon Musk qui contrôle tout. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il contrôle un peu Biden, Trump? C'est que nous pourrons dire, en fait, on peut vite, je dirais pas théorie du complot, mais c'est vrai que on peut tomber dans cette idée que c'est Musk qui contrôle Trump. Je pense que Trump, c'est impossible à contrôler. Trump, c'est un électron libre, donc tu ne le contrôles pas. Ce mec, il est assez space, tu vois. Donc en plus, il sait qu'il peut plus se représenter, donc c'est pas quelqu'un qui va être contrôlé. Néanmoins, que Elon Musk soit là et que Trump, que c'est un homme qui a été aussi à la télé, soit président, montre quelle force a les médias, ces quatrièmes pouvoirs en Amérique. Et d'ailleurs, ça nous fait parler de ces deux mots de vocabulaire qu'on a ici, opinion publique, que c'est la représentation collective de la manière de penser d'une société. Et la société américaine adore, sans aucun doute, ce type de personnage fort, leader, milliardaire, qui a réussi, le système capitaliste, ça le va très bien, et qu'en plus, il est très bien à la télé, c'est un showman, tu vois. Donc tout ça, c'est genre de choses, cette opinion publique est complètement différente à l'européenne, sans doute. Oui? Mais du coup, c'est un réel profit pour lui, parce que c'est marketing. Ben oui. De toute façon, je pense que je vous l'avais dit une fois dans un cours d'histoire, si on creuse réellement et on regarde les motifs des changements dans l'histoire, c'est que de l'argent. C'est toujours l'argent, et l'argent qui déclenche le pouvoir. En fait, il a besoin d'avoir la popularité de Donald Trump pour avoir 2 fois plus d'argent, en fait. Et pas seulement la popularité, sinon aussi les contacts, et avoir la main dans la Maison Blanche qui va être bien écoutée. Vous pouvez me croire que si Kamala Harris gagnait, Elon Musk ne serait pas très content. Il avait misé tout sur Trump, il a gagné le rouleau. Et c'est pour cela qu'on parle des médias. Voilà tout ce que nous sommes en train de parler. C'est là le vocabulaire, les médias, que c'est les moyens d'information de masse, presse écrite, radio, TV, Internet. Ce sondage d'opinion, que ce sont des enquêtes sur un petit groupe de personnes représentatives afin de connaître à un moment précis la pensée d'une population sur un sujet donné. Il faut reconnaître que les sondages d'opinion n'ont pas très bien marché non plus en Amérique. On pensait que ça allait être beaucoup plus serré et Trump a gagné largement. Et ce pluralisme des médias, c'est l'existence des médias d'opinion variés. Très intéressant aussi parce que le fait que Elon Musk soit là, on a aussi la peur que X devienne en quelque sorte l'unique média important et les autres, il va les balayer. Donc si on a seulement un, comment comparer? Comment pouvoir avoir deux types de médias, deux types d'informations? Vous voyez? Tout ça, c'est très intéressant. Oui? On peut dire que c'est un peu comme TikTok. Ah non, parce que TikTok, c'est pas. Mais du coup, il va utiliser X pour faire de la propagande un peu de Trump. Il a déjà fait. Et le problème, c'est que les médias, il faut qu'ils soient variés. Si les médias sont uniques, on devient un peu. On a déjà vu le totalitarisme. Vous vous souvenez bien que ça, c'est la base. Qu'est-ce que c'est la base? Une des bases du totalitarisme, c'est qu'il n'y a qu'un parti, et ces partis-là contrôlent les médias, donc il faut un bourrage des crânes pour la population. C'est aussi simple que ça. C'est une sorte de culte, À la personnalité. Voilà. Mais oui, c'est les quatrièmes pas, c'est après un culte de la personnalité. Donc si on se laisse enchaîner ou entraîner dans ces mouvements-là, ça peut être une des dérives. C'est-à-dire quand les médias ne sont pas variés, quand les médias sont monotones et monolithes, on ne peut pas penser d'autre chose, il faut penser seulement d'une façon. Oui? Est-ce qu'on peut dire que là, vu que Trump il est passé et qu'il est en collaboration avec Elon Musk, pendant son mandat, ça risque d'être des années difficiles un peu pour. Je pense, après c'est une question personnelle, parce que là c'est vraiment, je parle en tant qu'étranger qui ne vit pas là-bas, j'écoute les personnes qui sont plus informées que moi. Je pense que les années à venir, les 4 années à venir, vont être très très importantes au niveau européen, parce qu'il va falloir que l'Europe trouve des solutions qu'avant on avait essayé de sous-traiter à l'Amérique. Bon, par exemple avec l'OTAN et le problème qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est un côté risqué puisque l'Europe va devoir se mettre
en question. Et tout cela peut avoir, malheureusement, ça peut basculer dans le côté négatif. Mais j'essaie d'être positif et de dire que l'Europe a besoin de ça pour se rendre compte que nous devons nous gérer nous-mêmes et pas avec d'autres types de pouvoirs externes. Au niveau de l'Amérique, est-ce que ça va être bien ou pas bien pour l'Amérique? Très honnêtement, l'Amérique, ça fait quand même déjà plus de 20 ans qui est attaquée et qui sont en guerre commerciale contre une puissance énorme que c'est la Chine. Et maintenant, il y a l'Inde et les BRICS. Et donc, l'Amérique ne peut pas faire comme il faisait avant l'année 2000. C'est-à-dire, c'était les gendarmes du monde et ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans la Terre. Ça ne peut plus marcher comme ça. Il y a énormément de pays qui sont très puissants, qui sont beaucoup plus puissants que l'Amérique au niveau commercial. Et donc, se ressemblent très sur elles-mêmes et voir qu'est-ce qu'il faut faire peut être positif aussi pour l'Amérique. Mais en tout cas, ça va être passionnant de voir. Ça va être passionnant à voir. Et vous, que vous êtes dans ces mondes, que vous allez à ces mondes-là, le plus important pour vous, c'est être capable de vous adapter. Vous adapter au monde qu'il est en train d'être formé, que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas des acteurs, mais vous allez devenir des acteurs dans pas longtemps. Il faut surtout s'adapter et être capable de s'adapter. D'accord? Je commence alors notre première séance. La première séance intitulée La 5e République, une démocratie. D'accord? On a fait une belle introduction, on a déjà abordé pas mal de vocabulaire qui pourra être intéressant par la suite. Pardon. Alors, cette 5e République, une démocratie. Les institutions de la 5e République sont organisées par la Constitution de 1958 qui garantit au peuple la souveraineté nationale par une démocratie représentative. Très important à savoir, vous voyez ici quelle est la loi la plus importante actuelle en France. C'est la Constitution, mais de 1958. Vous voyez les dates très importantes. Une fois que la Seconde Guerre mondiale sera finie, la France va devoir se recréer, se créer à nouveau, et il va devoir se retrouver. Il y aura ce qu'on nommera la 4e République, qui ne marchera pas, et qui rapidement, ça le verra dans un autre thème, d'accord? Et pour vous faire tout simplement une petite intro, cette 4e République va montrer énormément de difficultés pour pouvoir répondre aux questions des Français de ces après-guerre. Et il faudra qu'un personnage comme Charles de Gaulle rentre en jeu et avec sa force politique soit l'artifice de cette Constitution 58 et de cette 5e République qui est basiquement une république présidentielle. C'est-à-dire que les Français choisissent un président. Et comme dans les mêmes mots qu'utilisait de Gaulle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Cette idée de constitution de 58 et cette idée de 5e République sont basées fondamentalement sur la pensée politique de Charles de Gaulle. Alors, cette démocratie représentative est définie par des rôles et des fonctionnements. Le rôle le plus important, c'est celui du président de la République. Élu au suffrage universel direct tous les 5 ans. Attention, mot important, suffrage universel direct. Pourquoi ça, messieurs? Pourquoi on s'arrête en direct? Parce qu'il y a d'autres espaces de la 5e République où le peuple ne choisit pas directement la personne. Un exemple, les premiers ministres. Les premiers ministres, ce n'est pas le peuple qui le choisit, c'est le président qui le choisit. D'accord? Par contre, le président de la République, oui, il est élu directement. Et d'ailleurs, tous les 5 ans, ça c'était un changement parce qu'à l'époque de De Gaulle, c'était chaque 7 ans. Un président avait 7 ans de pouvoir. Oui? Lorsque, par exemple, un président est au pouvoir, est-ce qu'il peut changer cette date-là ou pas? Ou c'est impossible? Tout ce qui touche à la Constitution française peut être amendé ou modifié, mais cela demande d'avoir une majorité très forte au Parlement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le président veut le changer qu'il peut le changer. Il peut le proposer, et ensuite, le Parlement entier, avec les députés et ensuite les sénateurs, doit être à 3/5
pour pouvoir adopter cette loi. Donc il faut avoir une majorité très très importante. Même, il y a des fois des lois qui doivent être modifiées par référendum. Donc c'est encore plus compliqué à changer. C'est-à-dire, c'est un système, la Constitution c'est un système qui est, je ne dirais pas qui est fermé. Néanmoins, il n'est pas aussi facile, on ne peut pas revenir sur la Constitution tous les jours. C'est pour ça qu'encore la Constitution américaine, comme on vient de dire, il parle encore de ce roi anglais qui peut aller le chercher. Ça devrait être déjà amendé, ça devrait être déjà changé. Mais c'est compliqué à pouvoir le faire. Oui? C'est à quel moment que la durée du règne entre parenthèses du président est passée de 7 ans à 5 ans? C'est durant le gouvernement de c'était Jacques Chirac. Jacques Chirac. Qu'à un moment donné, on estimait que 7 ans c'était trop long, que le monde allait beaucoup plus vite. C'est une réalité, Chirac c'est dans les années 2000. Et un gouvernement de 7 ans faisait que pendant 1 ou 2 ans, les choses ne bougeaient pas trop, il n'y avait pas trop d'engagement. Et le monde extérieur, ça changeait trop vite. Il y a eu les changements avec ces attentats de 11 septembre, la naissance de ces nouvelles puissances, le monde multipolaire. Et avoir 7 ans pour avoir 2 ans où on ne faisait rien, ils ont décidé de le réduire à 5 ans pour être plus réactif et être en quelque sorte donner plus la parole au peuple. Parce que si c'est chaque 7 ans, imagine dans une vie de 30 ans, tu n'es pas trop demandé. Tandis que 5 ans, ça donne plus la possibilité. Par exemple, en Espagne, c'est 4 ans. Nous, et en Amérique, c'est 4 ans. Tu vois, on considère que même 5 ans, c'est peut-être trop. Vous voyez, donc c'est tout simplement dans cet esprit d'être plus réactif. C'est durant Jacques Chirac, dans les années 2000. Oui? Comme vous avez dit que c'est les députés qui ont changé cette loi, est-ce que ça peut encore changer sans l'accord du président ou pas? Sans qu'ils soient au courant? Laquelle? Celle de 5 ans ou 7 ans? Non. Non. Là, par exemple, c'est une prérogative du président de la République qui doit aussi être la démarche de ces changements majeurs de la Constitution. Mais on peut le proposer, est-ce qu'on peut le proposer qu'il reste encore ou pas? Que Macron reste encore au pouvoir? Oui, que les députés... Non, selon la Constitution française, un président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats consécutifs. Donc pour que Macron puisse se représenter dans les élections, il faudrait que durant ces moments-là, change la Constitution française. En plus, en sachant qu'aujourd'hui il vit dans une cohabitation où on n'a pas le gouvernement, il ne pourrait pas faire. Néanmoins, ce que tu me dis, si c'est possible, imagine que dans X années, on a un président qui fait un mandat de 5 ans, et après on a notre président, le même président, pardon, qui fait encore 5 ans, et il est aimé par le peuple, super bien aimé, il a tous les pouvoirs, il a la majorité aussi dans le gouvernement, et il dit, écoutez, je vais essayer de rester encore en mandat parce que je me sens bien, je suis en forme, le peuple m'aime. Il a envie que je reste ici. Alors là, il faut faire toute la démarche des changements de résolution. C'est là, ça prend un temps. Ce n'est pas quelque chose que tu fais d'un jour à l'autre. Théoriquement, c'est possible. Mais ce n'est pas du tout facile. Parce qu'il y a aussi des contre-pouvoirs qu'on va voir par la suite. Il y a des contre-pouvoirs qui peuvent dire attention, quelqu'un qui veut rester plus de 8 ans, c'est quelqu'un qui veut se pérenniser dans les pouvoirs, qui veut devenir un peu en quelque sorte un dictateur ou un roi, ou vous voyez, accaparer le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de contrôler avec la théorie de la division de pouvoir déjà donnée par Montesquieu. D'accord? Ensuite, cette république est aussi créée par un gouvernement. Et le gouvernement qui est composé d'un chef de gouvernement ou premier ministre nommé par le président de la République et des ministres proposés par les chefs de gouvernement et nommés par le président. Nous, en France, on est vraiment à jour de tous ces types des événements parce que on vient de vivre de nouvelles élections législatives au mois de juillet et le gouvernement français vient de changer. Aujourd'hui, le Premier ministre, qui a été choisi par Emmanuel Macron, Barnier, c'est lui qui a choisi par la suite ses ministres, son différents gouvernements, son ministre de l'Éducation, son ministre des Armées, son ministre de Budget, mais tout cela fait partie d'un système législatif où les Français votent 2 fois, une fois de façon directe au président et une autre fois de façon directe au gouvernement. Et le troisième acteur de cette démocratie, c'est le Parlement qui est divisé en 2 chambres. Donc un système bicaméral. L'une est le Sénat, élu au suffrage universel indirect.
L'autre, l'Assemblée nationale, donc les membres, ce sont les députés, sont élus au suffrage universel direct. Ça, il faut bien comprendre la différence. Le Sénat est élu au suffrage universel indirect, tandis que l'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ne votent pas les sénateurs. Les Français votent les partis politiques. Et ensuite, c'est le parti qui choisit les sénateurs. Donc, je ne choisis pas le nom du sénateur, je choisis le parti qui va après choisir le sénateur. Donc c'est pour ça que c'est indirect. Il n'y a pas intermédiaire. Tandis que les députés, là oui, sont directs, comme les présidents. Le Parlement vote des lois, il peut faire donc des propositions de loi. Il a donc le pouvoir législatif. Alors, vous voyez dans ces images les deux bâtiments les plus importants de la démocratie française. Cette démocratie française qui est aussi inspirée dans ces premières démocraties créées, la première aux États-Unis, on revient à ça, et qui ensuite est une vague de démocratie qui va traverser toute l'Europe et qui viendra en Espagne en 1812 et par la suite en France et pour le reste des pays qui ont eu les retours dans cette démocratie et qu'aujourd'hui on essaye d'être les mieux représentés pour nous tous. C'est pour cela que dans cette Assemblée nationale, nous trouvons les députés et dans les Sénats, on retrouve les sénateurs. Il y a un rôle qui est différent parce que le Sénat va prendre en charge surtout les questions territoriales pour des différentes régions, tandis que dans cette Assemblée nationale, les députés, c'est une question de légiférer des sujets qui sont un peu différents. Je vous souligne le fait que si on a gardé cette idée de 2 caméras, c'est parce que ça vient aussi de ces mondes romains où les sénateurs, d'accord, il y avait un sénat déjà dans la République romaine, il y avait un sénat que c'était les élus du peuple, donc c'était pas le peuple, mais dans ces cas-là, c'était les patriciens qui avaient le pouvoir et qui défendaient, qui discutaient, qui devaient voter des lois pour pouvoir montrer vers quel chemin allaient suivre les pays en quelque sorte. Vous voyez ici un croquis qu'il va falloir apprendre et qui va nous aider à comprendre le fonctionnement de la Ve République. C'est un croquis où vous voyez des flèches, des allers-retours et différents espaces. Nous allons l'analyser ensemble. Les premiers espaces de ces croquis, c'est le peuple. La base de la République, ça va être le peuple. Le peuple français, qu'à travers les suffrages des 41 ou 42 ou 43 millions d'électeurs, vont, eux, choisir les différents moments et les différentes représentations de l'État français. Vous voyez bien que quand on marque déjà la base de ces croquis, que c'est le suffrage universel, nous avons 2 flèches. C'est parce qu'à travers ces suffrages, le peuple va choisir 2 caméras, 2 institutions. Mais avant de rentrer dans quel type d'institution choisissent, qu'on a déjà parlé un peu, je voudrais parler du vote. Les rôles du vote. Le droit de vote a été acquis en France au terme d'un long combat. Il donne aux citoyens le pouvoir d'élire leurs représentants au suffrage universel. C'est le principe du gouvernement représentatif. Les électeurs sont appelés périodiquement à élire leurs représentants à la tête des collectivités territoriales, comme départements et régions, et de l'État et l'Union européenne. Le vote, c'est l'unique expression que le citoyen lambda a pour pouvoir défendre sa façon de penser. Pour pouvoir voter,
il faut avoir la nationalité française, être âgé de moins de 18 ans, être inscrit sur les listes électorales, disposer de ses droits civiques et politiques. Vous voyez qu'il y a 4 points à respecter pour pouvoir voter. Nationalité française, être âgé de moins de 18 ans, inscrit dans les listes électorales, disposer de ses droits civiques et politiques. Tout citoyen peut se présenter à une élection s'il remplit les conditions d'éligibilité. Il doit alors se faire connaître en menant une campagne électorale qui doit respecter des règles de financement ou de temps audiovisuel. Tout est très mesuré pour que le vote soit acté de façon rentable et de façon réaliste. Tout doit être acté comme par exemple le financement. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai pu vous dire que Elon Musk avait apporté 150 millions. Parce que ça doit être public. Sinon on peut attaquer cette campagne électorale et ne pas accepter l'élection d'un président. Ça, car si on estime que ce président a manipulé les personnes, comme on l'avait déjà évoqué, ça peut être préjudiciable pour lui. Et quand on parle de temps audiovisuel, la prochaine fois que vous allez voir et vivre une élection, et vous allez voter, vous allez vous rendre compte qu'à la télé, on doit passer en même temps et avec les mêmes temps tous les partis politiques. C'est-à-dire, s'il y en a 6, les temps doivent être divisés par 6, à part égale, pour que aucun parti, aucune personne puisse avoir plus de temps que notre des paroles. Oui? Mais là, pour les élections de l'Assemblée nationale, vous avez fait un meeting où il n'y avait que 2 partis, il n'y avait que le RN et le Front populaire. Dans un meeting? Un meeting. Oui, mais dans un meeting, c'est privé en quelque sorte. Je parle de temps audiovisuel, c'est le temps dans les caméras de la télévision publique. C'est intéressant ce que tu dis. C'est parce que, par exemple, on revient en Amérique, ça nous sert vraiment de base parce que c'est cette semaine. Si Elon Musk est propriétaire de Twitter, de X, et lui veut appuyer Trump, il va bombarder à Twix, enfin X, de publicité de Trump, Twix, X, de publicité, parce que c'était, je ne sais pas comment on l'appelle, Twitter et X, et c'est Twix. Tiens, là je viens de faire un scoop pour Elon Musk. Elon Musk, si tu m'entends, hein, tu me payeras des royalties. Donc, vous voyez bien que c'est un moyen ou un média privé que si la personne paye, peut faire ce qu'il veut. Tandis que si on prend la télévision, la TF1 française, ou la TF2, que ce sont des télévisions françaises publiques, on doit alors respecter le temps. Et il y a eu un meeting, mais là, est-ce que c'était durant le temps de parole? Si tu peux me croire, s'il y avait seulement ces 2 parties-là, c'est parce qu'après, il y a eu d'autres meetings où il y avait les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, il passe pas en même temps. Non, pas forcément en même temps. Mais on compte le temps de parole. T'imagines, TF1 prend seulement Macron parce qu'il va faire une interview. Macron, cette interview, ça dure 1 heure. Ça fait que pour les autres partis politiques, pour les autres personnes qui veulent être président, ben, on les doit 1 heure. Après, cette heure peut être fractionnée en plusieurs morceaux. Mais Macron, il a pris 1 heure de temps de parole audiovisuel. D'accord? Parce que, et ça nous permet de faire une relation avec les points d'histoire qu'on vient de finir. On s'est rendu compte, après le totalitarisme, que nos cerveaux sont très faciles à manipuler. Et comme on sait qu'on est très facile à manipuler, on essaye de contrôler, donner le même temps à chaque personne. Parce que si on donne trop de temps à une personne, on sait qu'il va être favorisé. Vous voyez? Et ça, c'est certainement le même principe que ce qui faisait Goebbels ou Himmler avec, dans le totalitarisme nazi. C'est un bourrage de crâne. Si tu fais... Pensez-y. Si à la télé, à chaque fois que tu mets la télé, tu entends une info, tu fais que ça et tu l'entends tout le temps, pendant une journée, 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, tu finiras par croire que c'est vrai. Donc c'est malheureusement seulement la répétition qui peut nous valider ou pas dans une réalité. Et ça, c'est hyper dommage. Qu'est-ce qu'on vous dit, nous? Qu'est-ce qu'on vous dit en tant que prof? On vous dit, pour réviser, il faut répéter.
Parce que vous savez que c'est la façon que ça rentre dans les cerveaux. C'est pareil pour les restes des informations. Moi, si vous devez garder un conseil de moi une fois, on ne sera plus ni prof ni élève, c'est comme je vous avais dit déjà, ne croyez à personne. Faites votre avis. Vraiment. C'est pas parce qu'on l'écoute 1000 fois que ça va être vrai. La semaine dernière, il y a eu des inondations en Espagne. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être vu à la télé. La première chose qui sont sorties, c'est qu'il y avait 2000 disparus. 2000. Après que le gouvernement ne voulait pas donner le nombre de disparus, après que dans un centre commercial, il y avait 500 voitures, il y avait plein de disparus, à la fin, il y a 89. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? On a des fake news, on a des informations qui ne sont pas vraies, que ce n'est pas vérifié. Je ne dis pas qu'il y a 89, autant il y en a plus, mais autant il n'y a pas 2000. Je ne suis pas sur place, j'aimerais être sur place pour vraiment le vérifier. Je suis devenu tellement méfiant que tant que je ne le vois pas, je ne le touche pas, je ne le crois pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a tout type d'informations qui arrivent. Et après, si tu vas sur des médias un peu parallèles, il y a des mecs qui te disent oui, mais parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il y a tellement d'informations qui nous bombardent qu'on ne sait pas où il est vrai ou les faux. Donc, en tant que citoyen, le début c'est je crois rien du tout. Tant que je ne le vois pas, je ne le crois pas. Et après, je rentre, j'attends un peu, je vois voir les choses, je vois venir les choses. Et c'est là, ça peut m'aider à mieux comprendre l'avenir. Vraiment, hein, ça arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui. Mais des fois, quand on se fait manipuler, des fois on suit d'autres personnes qui suivent d'autres personnes en fait. Mais ça, c'est l'algorithme de YouTube ou Twitter ou Snapchat. Ça, on en parlera en seconde. J'en parle à mes élèves d'ailleurs maintenant en MC. Parce que c'est super intéressant de comment aujourd'hui tu rentres sur ton téléphone. C'est d'ailleurs l'écran qui nous montre un peu notre vie. Et comme nous, on a cliqué sur différents sujets, l'algorithme sait que ça t'intéresse et il va te bombarder toujours de ces types de thématiques. Donc toi, à force de voir toujours les mêmes thématiques, tu finis par y croire que ce que tu vois, c'est vrai, il n'y a que ça dans le monde. Or, c'est faux. Vous comprenez ce que c'est de vous dire? Ça vous a jamais arrivé de faire une recherche pour acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, une tronçonneuse, et qu'après vous avez vu dans un autre journal, vous venez d'ouvrir un journal, un pop-up de publicité, et vous voyez des annonces de tronçonneuses, ou des chaussures, ou des machins? Ça, c'est parce que l'algorithme sait ce que vous êtes en train de chercher. Il sait ce que vous voulez. Et il va vous le bombarder. Mais Et moi, on peut observer en fait. plus qu'un peu. Plus qu'un peu. D'accord? Bon, ben, j'avance parce que sinon on rentre dans la théorie du complot et c'est enregistré, j'irai en prison. Donc, intéressant qu'après la clôture du vote, des citoyens participent au dépouillement qui est public. Très important ça, d'accord? Les dépouillements qui doivent être publics, mon Dieu. Encore une fois, l'actualité. Au Venezuela, il y a 1 mois et demi, Nicolas Maduro, il dit, je ne suis pas un dictateur, je vais faire des élections. Vous l'avez pas entendu ça, n'est-ce pas? Je vais faire des élections. D'accord, allez, on fait des élections. Et quand on est en train on a dépouillé 43%, on voit que les camps adverses vont gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les bulletins de vote et dit que ça a été perdu, que ça a été volé, que c'était un problème informatique. Donc, personne ne sait où sont les votes. Je vous le promets que c'est ça. Je vais essayer de le chercher. Ah oui, moi j'ai vu. Vous l'avez vu là? Mais c'est impressionnant. Le mec, quand il était à 43%, il a dit ah non, 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 en fait, les votes étaient numériques, on a eu une attaque de la Macédoine, je vous le promets, c'est là, hein, il faut le voir. On a eu une attaque de la Macédoine et nos votes sont. On a perdu les données. Et les gens, ils ont cru ça. Non, mais le problème, c'est comment tu montres le contraire. Il a déclenché la police en disant nous, on a dit que c'est comme ça, je suis dans les pouvoirs. Donc, les policiers sont allés chercher les opposants. Et les opposants, il a fallu qu'ils partent en courant du pays. Il y en a quelques-uns qui sont venus en Espagne pour être des asile politique, en demandant asile politique, parce que sinon, ils allaient être jugés comme personne non grata. Vous allez voir. En fait, ils n'avaient pas la preuve de montrer le contraire en fait. Mais oui, mais parce que les données, ils ont été là. Les données, c'est eux qui doivent être. C'est pour ça qu'il doit être public. Nicolas Maduro, élection. C'est juste un peu plus
Attendez. Vote. Et les 43% de la population, ils ne peuvent pas. Enfin, les 43%, ils ne peuvent pas dire quelque chose. Quand tu vis dans un pays qui c'est une dictature, tu as peur des représailles. Donc, le problème, c'est que la Venezuela, déjà, c'est une dictature. Donc, c'est très compliqué à pouvoir. Voilà, présidentielle au Venezuela, que valent les preuves mises en ligne par l'opposition. Donc, on s'est posé des questions parce que, alors que le Conseil national électoral refuse de publier les procès-verbaux qui confirmeraient la réélection de Maduro, l'opposition vénézuélienne a mis en ligne son propre décompte censé prouver les succès qu'il revendique. Donc, comme les dépouillements n'ont pas été publics, mais ça, c'est 8 août 24. Hein. Il n'y a pas 20 ans. Hein. On traite des informations plus récentes que ça, il n'y en a pas. Il y a 3 mois de ça. Hein. Oui. Pourquoi il n'a pas fait publiquement? Parce qu'il sait qu'il n'a pas rien. Regardez, le 29 juillet, le Conseil national électoral vénézuélien a annoncé la réélection de Maduro avec 51,2% de voix. Mais il ne peut pas avoir 51,2% de voix quand on n'a pas compté tout le monde. Donc c'est assez intéressant. Après, il y a plein de vidéos. Je vous laisse vraiment venir et regardez vous-même si c'est vrai ou pas. Oui. Ils n'ont pas pu le refaire le vote pour. C'est une des idées de, comment dirais-je, de puissance étrangère. C'était de faire cela, mais Maduro n'a pas voulu refaire le vote. Mais c'est pas lui en fait qui choisit. C'est dans son pays. C'est la population, mais le problème c'est que la population est divisée. Donc ils ont peur de demander à nouveau des élections. Et comme au milieu, ça tient en août, maintenant on a eu les élections américaines, c'est qu'on oublie les choses. Et on ne le répète plus. C'est pour cela que le dépouillement doit être public. Pourtant, les candidats aux élections issus des mêmes milieux sont de plus en plus critiqués par des citoyens et des questions concernant les votes restent toujours en suspens. Faut-il abaisser les droits de vote à 16 ans? Faut-il rendre les droits de vote obligatoires? Les étrangers vivant en France doivent-ils obtenir le droit de vote? Faut-il prendre en compte des votes blancs, etc. Tout ça, ce sont des questions qu'on va traiter après, dans notre moment de débat. Oui? Juste dans les conditions pour voter, il y a disposer des droits civils et politiques, mais c'est quoi? On te demande ton casier judiciaire. Si par exemple tu n'as pas été, tu n'es pas poursuivi par un viol ou par un assassinat ou des personnes qui sont respectables, ton casier judiciaire doit être vierge. Alors donc le vote, comme vous voyez, a un rôle très très important, un rôle qui est difficile à défendre. Nous, vraiment, il y a plein de possibilités, de choses de vous dire par rapport au vote, avec d'autres événements et d'autres moments qui ont été vraiment flagrants. Bon, je continue alors donc avec notre croquis. C'est suffrage universel, c'est Français qui vont choisir l'Assemblée nationale qui va être élue pour 5 ans. Cette Assemblée nationale a les pouvoirs législatifs. Là, je parle de ces 3 types de pouvoirs. Important est comprendre quels sont les 3 types de pouvoirs. Depuis Montesquieu, on a cette division de pouvoirs. Les pouvoirs se divisent en 3 parties. Législatif, c'est important, hein, ça il faut le prendre en note. Hein. Législatif, c'est celui qui crée les lois, qui va légiférer. Verbe français, le groupe ER, légiférer, c'est créer des lois. J'ai proposé des lois. Par exemple, on voit que les gens vont très vite sur la route, donc je vais légiférer, je vais créer une loi pour dire interdiction d'aller de plus de 130. Ça, c'est le pouvoir législatif. Ensuite, il y a aussi les pouvoirs exécutifs. Les pouvoirs exécutifs, c'est celui qui doit exécuter les lois. Il ne les crée pas, il doit les exécuter. C'est-à-dire, une fois que l'Assemblée nationale a créé cette loi de ne pas y aller à plus de 130, l'exécutif, que c'est le gouvernement et les ministres de transport, c'est lui qui est pris en charge pour exécuter la loi. Donc, il va mettre des panneaux, il va former la police, et il va dire, attention, il ne faut pas y aller plus de 130. Et ensuite, nous avons le pouvoir judiciaire, donc ces 3 pouvoirs. Le troisième, c'est celui qui va juger si la loi n'est pas respectée. La police te chope à 140, tu vas directement devant les juges, et les juges, en tant que pouvoir exécutif, il a
il voit les lois et il dit, bon, on a dit qu'on ne peut pas y aller à 130. Toi, tu t'es chopé à 140. Allez, un PV. Et tu seras gentil. Vous comprenez? Donc ça, ce sont les trois pouvoirs, il faut le connaître, il faut connaître les noms, il faut connaître quelles sont les caractéristiques. Donc, exécutif, législatif et judiciaire. Tout le monde a pris note? Tout le monde a vu la différence, les caractéristiques? Alors, une autre partie du pouvoir législatif, c'est le Sénat. Seulement que le Sénat est élu pour 6 ans. Ça, il faut le savoir. Et d'ailleurs, comme vous voyez ici, c'est élu indirectement, puisque ce que les Français vont choisir dans les suffrages universels, ce sont les grands électeurs et les conseillers municipaux et les généraux et régionaux et plus les députés, que c'est eux qui vont choisir le Sénat. D'accord? Donc ça, c'est la base du pouvoir législatif. Le Parlement, qui est divisé en deux, Assemblée nationale et Sénat. C'est eux qui font les lois. Alors, on a la tendance à croire que le président de la République fait des lois. C'est faux. Le président français ne peut pas faire des lois. Il peut proposer, il peut donner des directives, mais c'est le Sénat et l'Assemblée nationale, en tant que pouvoir législatif, qui doit écrire et rédiger et voter la loi. Je donne un exemple. Imaginez que l'Assemblée nationale va rédiger une loi qui dit que on ne peut pas y aller plus de 130, je continue avec cet exemple, mais si on est pris à 131 km/h, on va en prison 10 ans. Quand même, c'est un peu excessif, non? Donc, il va y avoir un vote dans ces parlements et les députés vont voter. Bon, allez, qui est pour aller 10 ans en prison si on est pris à 131? Il n'y a personne qui vote. Bon, alors il faut quand même changer. Donc à 131, au lieu de 10 ans en prison, tu vas aller 3 mois. Qui veut voter? Personne. Bon, allez, on fait quoi? Mais on va donc demander à 131, tu payes 200 € d'amende. Qui vote? Alors, tout le monde lève la main. La loi passe. Vous comprenez? C'est un peu caricatural, mais c'est ça l'exemple. Il y a les présidents de la République qui disent on y va trop vite, il y a trop de morts, il faut essayer de trouver une solution. Et vous êtes, vous, le Parlement français, les pouvoirs législatifs. Donc, vous allez trouver, bon, comment on fait là pour avoir moins de morts? Peut-être à toi qui tu dis, on va réduire à 130. Il y a elle qui a envie beaucoup de mettre tous les gens en prison, qui dit, allez, on va les mettre tous en 10 ans en prison. Et tout le monde va commencer à voter. Vous comprenez? C'est comme ça un peu que ça marche. C'est aussi simple que ça, c'est tout simplement des discussions. Ça, c'est le pouvoir législatif. Est-ce que vous avez des questions par rapport au pouvoir législatif? Oui? Est-ce que des fois il y a eu des sortes de disputes, des grosses disputes pendant les votes, Tout le temps. Il y a tout le temps des grosses disputes. Mais vraiment. Et des fois, de façon hargneuse, et des fois, les députés peuvent dépasser les limites du décor, les limites d'avoir de l'éducation, parce qu'ils peuvent s'insulter, être méchants, C'est vrai que le monde politique, tous ces votes sont diffusés en direct. Hein. Il y a une chaîne qui s'appelle Public Sénat. Je ne sais pas quel est le nombre de la chaîne sur la TNT, mais tu peux le voir. Hein. Quand il y a le vote, tu peux le voir. Et il y a des fois qu'il arrive des extraits dans les infos, où les députés, pour te montrer, je ne sais pas comment faire la recherche, mais on pourrait dire des derniers votes Assemblée nationale. Et je montre, comment dirais-je, montée de ton, hausse de ton. Je sais pas, tu vois. Voilà, c'est qu'il y en a un, mais bon, il y en a plusieurs. On votera contre l'Assemblée nationale, hausse le ton face au gouvernement et menace de ne pas approuver le budget. Bon, ça c'est en quelque sorte rien, mais ça, il faudrait voir une vidéo pour pouvoir vous montrer.
y en a tellement, que je ne sais pas vous dire exactement un, mais il y en a plein. Il faut à un moment donné aller sur, parce qu'ils sont enregistrés, donc sur YouTube aujourd'hui vous pouvez aller voir tout. Et il y a les discours de chaque politicien qui peut être, si je montre ce de ton, comment il s'appelle lui, Mélenchon, alors là, si je vous mets Mélenchon, à mon avis, on va voir quelques-uns. Et pendant le journal de 20h, il y avait une représentatrice qui disait le contraire de Mélenchon, et Mélenchon commençait un peu à l'insulter. Ça, disons que dans le monde politique, les verbes est un peu facile. Et ces genres de personnages s'enflamment très rapidement, ils sont capables de dire beaucoup de choses. Ben, l'exemple il est là, je n'ai pas envie de le montrer parce qu'après la vidéo peut être, comment dirais-je, les élèves ne pourront pas la voir parce que si je montre des extraits des vidéos de YouTube, à un moment donné on ne peut pas la voir. Mais c'est celui-ci où Mélenchon est arrivé à l'Assemblée nationale parce qu'il avait été... non. Bon, la publicité, on ne peut pas la faire. Et à un moment donné, en disant la République c'est moi et vous ne pouvez pas rien m'interdire tout ça, ce sont des choses qui ont été compliquées à voir. D'accord? On continue? Donc, nous avons maintenant les pouvoirs exécutifs. Donc, les pouvoirs exécutifs, c'est lui qui est chargé d'exécuter les lois. Comme vous voyez ici, cette flèche, ok, cette flèche à gauche, c'est parce que les suffrages universels, aussi le peuple va choisir le président de la République, élu pour 5 ans, qui est chef des armées, qui dispose de droits de grâce et de pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. Vous savez qu'est-ce que c'est les droits de grâce? Martin, tu sais qu'est-ce que c'est? Pas annuler une loi. Non, c'est pas annuler une loi. Le droit d'être épargné de quelque chose. C'est-à-dire, le président peut épargner d'un jugement. C'est le droit de grâce. Donc, par exemple, quelqu'un qui a été coupable de quelque chose, bon, après, je ne pense pas qu'il va utiliser son droit de grâce pour sortir quelqu'un qui a tué 25 personnes, mais il y a des présidents qui peuvent épargner des personnes qui ont été jugées. Ça s'appelle un droit de grâce. Pour vous donner un exemple qui est assez flagrant et que, en tant que Français, forcément, vous ne le connaissez pas. Durant la Semaine Sainte en Espagne, à Malaga, dans ma région, il y a la Semaine Sainte, donc il y a des représentations de saints qui vont sortir dans la rue. Et depuis plus de 3 siècles, il y a une habitude qui aujourd'hui est devenue loi, à travers laquelle on appelle ça le Jésus cautif, va libérer un prisonnier par bonne conduite. Cela date parce qu'il y a des siècles, il y a eu une très grande maladie, la peste à Malaga, et personne ne voulait faire la Semaine Sainte. Donc il y a eu des prisonniers qui ont sorti de prison, ils se sont évadés, pour faire la Semaine Sainte. Une fois qu'ils ont fini la Semaine Sainte, ils sont retournés en prison. Pour remémorer ce moment-là, alors, les gouvernements donnent la possibilité à un prisonnier de sortir de prison et rester libre et fait ça en sorte que c'est Jésus qui l'a libéré. Donc, aujourd'hui encore, chaque année, une fois par an, il y a un prisonnier qui sort de prison et qui est pardonné. Donc, cette idée des droits de grâce qui va être donné à un prisonnier qui a une bonne conduite, un prisonnier qui est resté seulement quelques mois pour sortir. Vous comprenez, un prisonnier qui n'a jamais de délit de sang, tu vois, des choses comme ça, mais qui va pouvoir sortir de prison. Alors ça, c'est les droits de grâce. Et l'autre partie du pouvoir exécutif, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Vous voyez qu'il va être élu par le président de la République. Donc ça ne fait pas partie du suffrage direct, c'est le président de la République. Ça, c'est le pouvoir exécutif, président et gouvernement. Quelles sont les différentes relations qui existent entre ces deux espaces? Comme vous voyez bien, la flèche a un suivi à gauche
du suffrage universel vers le président, mais le président aussi, il peut demander directement au peuple. Et ça sera à travers les référendums. C'est la façon dans laquelle le président peut parler directement avec le peuple. L'Assemblée nationale, par contre, il a aussi une possibilité de parler avec le Premier ministre ou avoir une influence à travers la motion de censure. C'est-à-dire, si l'Assemblée nationale, que c'est le pouvoir législatif, considère que le Premier ministre et le gouvernement ne font pas bien son travail, il n'est pas en minorité, il peut demander de le cesser. Et, en même temps, le président de la République peut aussi avoir un droit de dissolution sur l'Assemblée nationale, s'il considère que cette Assemblée nationale n'est plus représentative de l'État français. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est ce que la France a vécu dans les mois de juin-juillet. Le président Macron considérait que le Parlement n'était plus représentatif du pays. Et c'est pour cela qu'il a utilisé son droit de dissolution pour dissoudre et pour faire à nouveau des élections. Ces élections, malheureusement, ne se sont pas bien passées pour lui, parce qu'il a encore perdu plus de voix que ce qu'il en avait, donc il a encore plus de minorité. Donc ça, c'est aussi le double tranchant. On ne peut pas toujours dissoudre le Parlement pour faire ce qu'on veut. D'ailleurs, Macron a dissous le Parlement au mois de juin, il ne peut pas le dissoudre jusqu'au mois de juin 2025. Il faut obligatoirement rester un an avec le Parlement qu'on a déjà choisi, qu'on a déjà voté. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des mesures de contre-pouvoir. Vous voyez bien que dans ces croquis, aucun des cases est isolé. Il y a toujours des flèches qui vont d'un endroit ou à un autre. Pourquoi? Parce que c'est va-et-vient, d'une façon ou d'une autre, le fait de pouvoir contrôler, vérifier et peser d'un choix à un autre dans ces espaces-là, politiques. Donc il n'y a pas d'espace clos. Il y a toujours une relation. Des questions par rapport à ces pouvoirs exécutifs et législatifs et des questions par rapport à comment cela se passe. Oui? C'est quoi déjà ce qui caractérise les trois pouvoirs? Donc, quelqu'un peut répondre pour moi? Exécutif, Martin? Législatif, c'est celui qui crée les lois. Exécutif, c'est celui qui exécute les lois. Et là, je n'ai pas. Judiciaire? C'est juger la loi si on n'est pas respecté. C'est lui qui juge la loi s'il n'est pas respecté. Donc, législatif crée la loi, exécutif exécute la loi, judiciaire juge si la loi n'est pas respectée. Et comme on parle de ces derniers, judiciaire, voilà les derniers pouvoirs. Judiciaire. Vous le voyez ici, là, le judiciaire, c'est tous les juges de France, tous les corps de juges de France, qui doivent être, regardez bien mes mots, ce que je viens d'utiliser, ils doivent être impartiels. Ça veut dire quoi impartiel? Ça veut dire que si je suis juge, je ne suis pas ni de Macron, ni de Mélenchon, ni de Le Pen, ni de personne. Je suis juge, je dois être impartiel. Je dois lire la loi et juger la loi pour la personne qui n'a pas bien fait. Néanmoins, et comme vous le savez comme moi, les êtres humains, nous sommes subjectifs. L'objectivité n'existe pas. Donc il y a des juges qui ont une tendance plutôt conservatrice, et des juges qui ont une tendance plutôt libérale, et des juges qui ont une tendance plutôt de gauche. Donc ça, les juges, c'est une représentation de la société, et les gens ont leur propre pensée. C'est pour cela qu'après, une fois qu'on a des systèmes judiciaires, ce système va se créer comme si c'était une pyramide. En bas, on a les juges d'instruction et les juges de première instance. Mais après, on a des organes, au plus on monte dans cette pyramide, des organes qui vont avoir encore plus de pouvoir. Et qu'on peut faire appel si on considère que notre jugement n'a pas été juste. Et le dernier organe le plus élevé, c'est ça que vous voyez ici, c'est les conseils constitutionnels.
Le Conseil constitutionnel, c'est celui-là qui garde la Constitution, il vérifie que les lois sont conformes à la Constitution, ainsi que le déroulement des élections nationales. C'est vraiment le sommet de ses pouvoirs judiciaires. C'est le gardien de la Constitution. Pourquoi? Parce que dans tout cet amalgame de création de lois, dans le Parlement, on peut créer des lois qui sont contre la Constitution. Et c'est à ce moment-là que cette loi est interdite. Donc ce n'est pas parce que le Parlement a créé une loi qu'elle doit être respectée. Elle doit passer les filtres de ces conseils constitutionnels. Un exemple, dernièrement, voilà. Dans le monde dans lequel on vit, la politique française nous donne plein d'exemples. Avant la dissolution du Parlement au mois de juin, les partis Renaissance, celui de Macron, avait créé une loi pour renforcer la migration, pour lutter contre l'immigration illégale. Ils ont créé donc des lois. Quand ces lois ont été analysées par les conseils constitutionnels, ces conseils constitutionnels annulaient une bonne partie de ces lois, parce qu'ils considéraient que ces lois étaient anticonstitutionnelles. Par exemple, prendre une personne et ne pas vérifier si vraiment cette personne a demandé asile politique, ou cette personne, si je l'apprends qu'elle est en train de traverser une frontière, elle arrive en France, alors c'est un migrant, je le fais retourner chez lui, autant chez lui, il est en train d'être persécuté, et ils vont le tuer quand je l'amène chez lui. Donc ça, c'est anticonstitutionnel. Le même exemple qu'on a vécu en Venezuela. Les représentants de l'opposition de Venezuela est parti en secret et est venu jusqu'à Madrid, en Espagne. Madrid, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a accueilli en tant que réfugié politique. Parce que si Madrid le prend et le ramène à Venezuela, un des moyens. C'est de la logique. D'ailleurs, Venezuela, Maduro, s'est fâché contre l'Espagne parce que l'Espagne a accueilli cette personnage-là. Un autre exemple. Maroc et le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est une région qui voudrait être indépendante. Mais le Maroc considère que c'est à elle. Il y a donc ce qu'on appelle le Front Polisario. Le Front Polisario, c'est un groupe de personnes qui défendent que ce territoire-là doit être indépendant. Durant la Covid, 2020-2021, les chefs du Front Polisario tombent malades de la Covid. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en Espagne pour être soigné. Parce que sinon, on n'allait pas le soigner là-bas. Le Maroc se fâche contre l'Espagne parce qu'il a accueilli cette personne-là. Mais l'Espagne ne va pas rendre cette personne au Maroc. Parce qu'il sait que cette personne peut avoir une pression politique par rapport à ses idées politiques d'indépendance de cette région-là. Vous comprenez? C'est complexe, mais il y a différents mécanismes qu'on doit respecter, qui doivent être constitutionnels. Oui? Oui. Alors, quand je parle de cette démocratie, ce que nous devons aussi analyser, c'est qu'est-ce que c'est une démocratie d'opinion. Comme troisième point. Les médias sont les moyens d'expression et de communication essentiels au fonctionnement de la démocratie. Très variés, ils comprennent la télévision, la presse, la radio et Internet. En France, la liberté et le pluralisme des médias sont garantis par la loi de 1881. Les citoyens peuvent ainsi forger leur opinion et débattre. L'information doit être exacte et ne pas être soumise à des pressions politiques ou financières. Les journalistes doivent respecter une déontologie, ça veut dire un respect des personnes et vérification des sources. En cas de non-respect de ces règles, les CECA, c'est-à-dire une sorte de gendarme de l'audiovisuel, peut les sanctionner. Aujourd'hui, par intermédiaire d'Internet, de nouveaux espaces de communication se développent comme les réseaux sociaux, qui utilisent de plus en plus les politiques, comme par exemple Twitter ou Facebook. Cependant, il faut rester vigilant face aux informations trouvées sur Internet, car certaines peuvent être fausses ou ne pas respecter la loi de 1881. Une loi qui défend la discrimination, les atteintes à la vie privée ou les injures.
L'opinion publique peut être mesurée grâce aux sondages effectués dans tous les domaines. Ils sont réalisés selon les méthodes statistiques destinées à mesurer ce que pense la population à un moment précis. Ils sont à prendre avec précaution car leurs résultats dépendent de la façon dont ils ont été conçus. L'avis des citoyens est donc recueilli presque en permanence. Tout d'abord, ils sont sollicités pour débattre et donner leur avis sur les projets les plus importants. C'est la démocratie participative. Les citoyens ont le choix des médias et peuvent en associer plusieurs pour contrôler l'information qu'ils reçoivent et que se fait une opinion personnelle. Ils peuvent ainsi exprimer et voter en connaissance des causes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui analyser la Ve République ou n'importe quel système politique sans parler des médias et l'opinion que cela génère. On a déjà abordé par plusieurs exemples cette opinion qui peut être modifiable et qui peut être modifiée. Pour donner donc un exemple de cette démocratie d'opinion, je voudrais qu'on lise pour finir cet article du Monde qui est paru en 2023 et qui nous fait déjà parler de la difficulté et quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui dans notre réalité sur ce que c'est l'opinion publique. Seconde. Voilà. Démocratie et opinion face au pouvoir d'expression spontanée des citoyens. Je vais vous laisser les liens. Je vais vous envoyer les liens par École Directe. Et je veux qu'on le lise tous ensemble, d'accord? Donc je vais vous faire lire un par un pour pouvoir ensuite avoir notre idée. Je vous envoie les liens. Tout le monde aura ces liens. C'est École Directe. Allez-y, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. L'ouvrir. Tout le monde là? C'est bon? On commence à lire? Je peux commencer. Par contre, essayez de bouger un peu. Je voudrais que t'entendes. Parle fort, s'il te plaît. Démocratie d'opinion face au pouvoir d'expression spontanée de citoyens, souvent réduite à l'idée d'une dictature de sondage ou désormais des réseaux sociaux, la démocratie d'opinion où le pouvoir serait plus horizontal a d'autant plus vigueur que le discours d'autorité des gouvernements ne fonctionne plus. La révolte contre la réforme des retraites en est l'illustration. Donc vous voyez bien comment aujourd'hui les paroles des politiciens est mise en cause et cette opinion prend de plus en plus d'espace dans le monde politique. On peut continuer, Lisa, tu peux continuer? Histoire d'une notion. Alors, depuis qu'Emmanuel Macron a promulgué le 15 avril la loi portant à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, une partie de la population française continue de manifester son opposition à cette réforme, qu'elle juge injuste et le fait savoir bruyamment. Sur le terrain, les déplacements du chef de l'État, des ministres sont régulièrement perturbés
par des concerts de casseroles. Merci. Comme vous voyez, la population aujourd'hui, on a encore la possibilité, la force de se manifester et cette opinion se forge des fois de façon rapide et violente. Et Isra, tu peux continuer? Que doit faire le gouvernement? Cesser de se déployer sur le territoire ou bien continuer d'agir comme si de rien n'était? En démocratie, le peuple dispose de 3 armes pour se faire entendre. Le droit de vote, le droit de manifester et le droit de s'exprimer publiquement. Dans un ouvrage qui fait date, Le principe du gouvernement représentatif, Kalman-Levy 1995, le philosophe Bernard Maynard a identifié 3 âges de la démocratie, celle des notables au XIXe siècle, grignotée par la démocratie des partis au XXe siècle, avec l'opposition entre une droite et une gauche, et enfin la démocratie du public, une dénomination que le philosophe préfère à celle de la démocratie d'opinion. Merci. Donc, je vous donne un autre exemple par rapport à cette opinion et comment ça peut être flagrant. L'exemple, ça a été dimanche dernier, quand les rois espagnols sont allés voir les dégâts qui ont eu lieu après les inondations et les personnes ont réagi de façon violente. Ils l'ont jeté de la boue et ils voulaient carrément les lyncher. Il y a eu donc presque une attaque physique contre les représentants politiques. Ils ont donné un coup de bâton au président espagnol. Donc imaginez bien comme cette opinion, et c'est là, ça apparaît donc aujourd'hui dans toutes les informations et toutes les images de tous les réseaux sociaux et de tout ça, et ça crée une opinion qui peut être modifiée très rapidement. Vous voyez, c'est pour ça que s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on fait? On cesse de se déployer dans les territoires ou on continue d'agir comme si de rien n'était? Les présidents et les rois ont essayé de continuer à se déployer, c'est là, ça portait presque préjudice. Et Sama. La démocratie d'opinion a succédé à la démocratie représentative, mais elle ne se confond pas avec la dictature des médias et des sondages. Elle puise sa légitimité dans l'expression spontanée des citoyens qui, rassemblés, forment une opinion. Sa ligne d'horizon demeure celle d'un espace public horizontal où chacun pourrait s'exprimer. De fait, elle est en constante mutation. Bon, vous voyez, cette démocratie d'opinion. Ce que nous devons faire, ce que nous devons essayer de faire, c'est que cette démocratie d'opinion ne mute pas comme si c'était une dictature. C'est-à-dire, soit tu penses comme moi, soit par la force, je t'oblige à penser. Cette démocratie d'opinion, elle est beaucoup plus active. C'est pour cela que cet article défend cette idée qui a succédé à la démocratie représentative, qui reste trop laxe par rapport au problème. Mais sans doute, cette frontière est très fine et nous devons être méfiants, parce que vous êtes très jeunes, mais moi je l'ai vécu déjà en France. Pour la première fois que les gilets jaunes étaient dans les ronds-points, en train de demander aux gens de ne pas prendre la voiture, parce que c'est quand ils ont augmenté les prix de diesel, la sensation que des personnes puissent se sentir comme étaient oppressées, ou que quelqu'un les était en train de les obliger, parce qu'on t'arrêtait. C'est-à-dire, ils étaient dans un rond-point, on t'arrêtait, et on parlait avec toi. Donc, il y a eu des gens qui se sont sentis agressés. Moi, personnellement, non. Ils ont parlé avec moi, je dis, mais vous avez raison, c'est-à-dire, chacun, si vous, démocratiquement parlant, vous pouvez vous exprimer, vous devez vous exprimer, vous êtes là pour faire ça. Seulement que vous êtes en train d'occuper un espace public, c'est la route, et donc il peut y avoir un conflit d'intérêts. Vous voyez, ces limites-là sont sensibles, sont difficiles à maîtriser, et nous devons être bienveillants en quelque sorte. Arthur, tu peux continuer? 5e République. Il s'agit d'un terme flou dont les médias sont les premiers acteurs. À chaque époque, son outil de prédilection dans les années 1990, la démocratie d'opinion passait par les sondages, puis les chaînes d'information en continu ont pris le relais à partir des années 2000. Avant d'être dépassée par les réseaux sociaux au mi-temps des années 2010, mais quel que soit l'outil sur lequel elle s'appuie, cette notion fait l'objet d'une critique véhémente de la part des élites intellectuelles et des personnes qui sentent déphasées par les évolutions de l'opinion publique. La démocratie d'opinion a très longtemps renvoyé un usage excessif des sondages
les gouvernements, mais aujourd'hui les sondages sont jugés moins dangereux que les réseaux sociaux, constate le politique Loïc Blondieu. Vous voyez bien comment dans cette idée de la Ve République et ces jugements qu'on peut vivre à travers cette opinion, comme exemple, les médias peuvent être même pires qu'un jugement typique au courant. Comme exemple, j'en ai plein, hein, mais je vais vous donner le dernier. C'était quoi? Je l'ai vu hier ou avant-hier. Les poursuites qui n'ont pas été suivies, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est un acteur, je ne me souviens pas. Hein. Enfin, je vous donne celui-là qui vient à ma tête. Kevin Spacey, vous ne le connaissez pas sûrement, mais c'est un acteur qui est très très connu, qui avait gagné des Oscars, et qui faisait une série que je vous le conseille, vous êtes encore très jeune, mais qui s'appelle House of Cards, qui est une super série. Bon, cet homme-là, il a été accusé des agressions sexuelles ou des comportements qui étaient déplacés. Il y a eu un jugement dans les médias où il a carrément dû arrêter la série. Il avait fait un film, ils ont effacé son visage, ils ont pris un autre acteur parce qu'il ne pouvait pas sortir de le film. Cet homme, il a été banni. C'est-à-dire, on te détruit ta vie publique. Après jugement, ça a été un non-lieu. Le juge, après des années, n'en a pas condamné comme coupable. Mais cet homme, il a déjà été effacé. Vous comprenez la force qu'aujourd'hui on peut avoir ces quatrièmes pouvoirs? Pas forcément coupable, mais si tu es coupable pour l'opinion publique, fais attention, parce qu'aujourd'hui tu peux devenir coupable. Ça, c'est un risque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pour finir, Léonie? Ah là, après, il faut payer, non? Bon, donc on ne paye pas. On n'a pas d'argent pour ça. Merci beaucoup. On se voit vendredi prochain. On finit alors notre séance de MC. Passez un bon long week-end du 11 novembre. N'oubliez pas pourquoi le 11 novembre est quand même férié, oui. L'armistice. Voilà. 1918. Pensez qu'en Espagne, c'est pas férié. Parce que nous, on n'a pas participé à la Première Guerre quand même. Hein. Donc profitez de ces lundis, pensez à cela. Merci beaucoup.